Voilà, il n'a pas effectivement attendu de mourir dans son bureau. Gérard Somade, un mot sur cette rivalité avec Georges Frêche. Vous avez vécu ça, hein, puisque vous étiez, vous, à ses côtés, aux côtés de Gérard Somade, mais vous étiez au Parti Socialiste, vous n'avez pas fait partie de ces conseils généraux exclus, hein, en 93, et vous avez aussi fait le lien un peu. Hein. Oui, moi je suis un homme de consensus. Alors je vais vous faire une confidence. Lorsque Georges Frêche a décidé de se présenter à la région au moment des élections régionales de 98, il m'a demandé de figurer sur sa liste. J'étais, si vous vous souvenez, 3e sur la liste derrière Mandroux, Hélène Mandroux. Et la rivalité était encore patente, je dirais. Et à ce moment-là, avant de donner mon accord pour être sur la liste de Georges Frêche, j'ai demandé à Gérard Somade si ça ne le gênait pas que j'aille faire un tour à la région. Parce que Georges Frêche et les élus du Conseil général, c'était pas le beau fixe. Bien. Gérard, en toute amitié, et parce que c'était un homme de conviction, m'a dit, vas-y. Et en décembre 97, autrement dit quelques mois avant les élections régionales, j'ai dit à Georges Frêche et à Gérard Somade, écoutez, ça serait le moment de réunifier la famille. Si on veut gagner au niveau régional, il faut que le département de l'Hérault soit uni. Et j'ai proposé à Gérard de recevoir Georges à la mairie de Saint-Mathieu. Et j'ai demandé à Georges s'il voulait bien aller rencontrer Gérard Somade à la mairie de Saint-Mathieu. Ça s'est fait ? Ça s'est fait. Ça s'est fait à 3 jours de Noël 97. Il est venu un beau matin, je les ai accompagnés. On a pu discuter et je crois qu'il y a eu une paix des braves, si bien que à ces élections, que nous avons perdues d'ailleurs, hein, mais nous avons perdu, disons, après, avec l'Alliance Blanc-Front National. Mais nous avions fait un excellent résultat. Je crois que ça a contribué un peu à assouplir les choses. L'union sacrée, en fait C'était pas l'union sacrée, mais en tout cas la paix des braves pour cette élection-là. Et les choses se sont pas mal passées. Il y avait des représentants du Conseil général dans la liste de Georges Frêche. Il y avait des représentants de la ville de Montpellier dans sa propre liste. Les choses sont allées assez bien. Il n'y a pas eu de liste, disons, à côté. Ça s'est bien passé. Alors, comme Olivier le souligne dans le reportage, évidemment, l'action de Gérard Somade, c'est pas seulement son parcours, c'est pas seulement cette rivalité momentanée de Georges Frêche. Gérard Somade, on l'a dit déjà, c'est un des hommes de la décentralisation. Oui, puisque c'est lui qui a eu la charge, qui était en charge du Conseil général en 82, l'année d'ailleurs de mon élection, ma première élection au Conseil général. Et moi, si je devais le qualifier, je dirais que c'est d'abord un visionnaire. Mais les hommes politiques doivent être tous des visionnaires. Un homme de conviction, c'est normal qu'un homme politique ait des convictions, mais je crois que ce qui le caractérise le plus, c'était un homme d'honneur. Ça veut dire quoi ? Visionnaire, écoutez, je prendrai que quelques exemples tout simples. C'est lui qui a décidé de transférer l'hôtel du département qui se trouvait au centre-ville et de mettre à l'ouest de Montpellier, entre l'ancienne ville de Montpellier et la Paillade. C'est un élément structurant important pour la ville de Montpellier. Et en même temps, c'était le moyen d'assumer le fait que ce n'était plus le préfet qui décidait pour le département. C'est ensuite le premier président de conseil général qui a décidé de former ce qu'on appelle l'agence foncière. Il a compris très vite qu'il y aurait beaucoup de pression foncière au niveau départemental et il a créé l'agence foncière, un moyen de préserver tous les espaces naturels du département. Quelque chose peut-être qu'on a oublié. On était au début de l'informatique. Il a créé la SIAGE et pas mal de communes du département se sont mises à l'informatique grâce justement à cette société qui permettait aux mairies d'avoir le matériel et d'avoir le conseil surtout. Et dernière chose peut-être dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, vous savez que les difficultés qu'il y a pour la circulation autour de Montpellier. C'est lui qui a eu l'idée de faire le lien qui n'est pas aujourd'hui terminé. Autrement dit, c'est le contournement nord de Montpellier qui a été mis en place. Bon, il faut du temps, mais un jour ou l'autre, on pourra aller de l'autoroute A9
en évitant Montpellier, et on pourra rejoindre la 75 sans passer dans Montpellier, quand évidemment le lien arrivera à Vaillocès. Dans tous ces projets, il y a l'aspect financier que vous connaissez bien. Vous êtes en charge des finances, vice-président au Conseil général. Ça a été justement une montée en puissance des finances. On est en 2012 à 1,3 milliard d'euros maintenant. C'était pas le cas à l'époque, en 82. Je vais vous dire, ça fait une vingtaine d'années que je suis que je suis rapporteur général du budget et en même temps président de la commission d'appel d'offres. Je pense que c'est... En tout cas, j'ai la faiblesse de penser que c'est une grande confiance que m'a accordé le président Somad, mon ami Gérard. Et vous le disiez, j'étais avec lui lorsque nous avons fêté le milliard de francs. Quand le budget du département est arrivé au milliard de francs. C'était autour des années 80, par là, 81, 82, peut-être un peu plus tard. Et maintenant, avec André Vézinier, nous avons passé le milliard d'euros. Vous voyez un peu les deux décentralisations, ce qu'elles ont procuré à la fois comme ressources, certes, mais également comme charge au niveau départemental. Si bien que le département est devenu, je le crois, quelque chose d'incontournable dans l'organisation administrative française. Le bilan de cette décentralisation, il est pour vous positif ? Non, alors... Pas de cette première phase de 80. La première phase, c'est-à-dire la décentralisation de Gaston Defferre, ça a été quelque chose de très positif, parce que avec la décentralisation, on nous a donné des ressources qui correspondaient aux charges qui nous étaient transférées. Avec la possibilité, nous avions, par exemple, la vignette automobile, et puis les autres taxes, nous avions la possibilité de graduer le montant de ces taxes. Avec la deuxième décentralisation, celle de Raffarin, ça a été l'inverse. On nous a donné beaucoup de charges, mais peu de moyens pour y subvenir. Et si bien qu'aujourd'hui, si on fait le bilan de la deuxième décentralisation, nous sommes déficitaires, l'État nous doit au moins autour de 800 millions d'euros. Comment il voyait cette évolution, justement, Gérard Somad, dans les dernières années de sa vie ? Gérard n'a vu que la partie intéressante, puisque la décentralisation Raffarin... Il jetait un œil sur ce qui se passait quand même dans la vie politique encore. Non, je crois que... Il avait compris qu'on voulait un peu étrangler les départements. Il a dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, je l'ai rencontré... Et sur la réforme qui arrive, peut-être en 2014, il avait une vision aussi particulière. Oui, pareil. Il voyait qu'on voulait là, maintenant, prendre le pas. Disons que le national reprenait une part de la décentralisation par les décisions financières. Je l'ai rencontré d'ailleurs il y a à peu près 4 à 5 mois, lorsqu'il est venu pour le 20e anniversaire de Héro Énergie. Héro Énergie, c'était l'ancien syndicat d'électrification et d'équipement qu'il avait voulu monter pour aider les communes. Et il y a eu quelques difficultés. Et il m'avait demandé j'en ai été le premier président, il m'avait demandé de travailler avec les maires pour monter ce syndicat, qui aujourd'hui, Héro Énergie, est un conseil important pour l'ensemble des communes. Et il est venu au 20e anniversaire, parce que, j'ai demandé, on m'avait demandé, moi je l'avais abandonné un an avant, la présidence, et on m'avait demandé d'y venir. J'ai dit, écoutez, invitez le président Somad à cet anniversaire. Et là aussi, il m'a dit, c'est plus comme avant. Je vois que les finances départementales sont bridées. C'est plus comme à l'époque où on avait l'entière responsabilité du vote de l'impôt. C'est ça l'important. Et pour lui, c'était extrêmement important. Je vous ai dit, c'est un homme de conviction. Il citait souvent l'esprit des lois de Montesquieu, parce qu'il disait que la loi libère. Et là, de ce point de vue, il avait entièrement raison. Et il voulait l'entière responsabilité des décisions qu'il prenait. Et l'entière responsabilité, c'est quoi ? C'est voter à la fois une dépense, mais voter aussi à côté une recette. Bon, on va rappeler... Olivier, rappelez peut-être... que ces obsèques à Gérard Somad seront célébrées demain matin, mercredi matin, donc à 10h à Saint-Mathieu-de-Tréviers, évidemment. La ville, le village où il était maire. On imagine que ses amis seront nombreux, forcément, dans sa ville de Saint-Mathieu-de-Tréviers. On ne vous demande pas où vous serez demain matin, Michel Gaudy. Non, justement... malheureusement, je ne pourrais pas assister aux obsèques. J'étais pris par un déplacement, mais je le regrette beaucoup. J'étais aux obsèques de Ghislaine au moment et je sais qu'il a été très marqué par le décès de son épouse. Et je crois que, d'après ce qu'on m'a dit, parce que nous avons des amis communs, ils m'ont dit qu'à la suite du décès de sa femme, lui-même s'est laissé un peu emporter par les événements et il souhaitait qu'une chose, c'est la retrouver.
Merci beaucoup, Michel Gaudy, d'être venu sur ce plateau, nous apporter votre témoignage. On va boucler cette séquence politique avec quelques On va parler des prochaines infos, échéances. Oui. Législatives, dans le Gard notamment, il y a des campagnes qui se lancent, notamment au Front de Gauche et au FN. On va voir le reportage d'Olivier Michel des campagnes qui se sont lancées ce week-end. Regardez. Est-ce le signe d'un renouveau? Toujours est-il que c'est à la Grande Bourse et non au Prolé que le Front de Gauche a samedi lancé sa campagne électorale. Rassemblés derrière Jean-Luc Mélenchon, les 6 candidats à la députation entendent faire acte de résistance. Ils dénoncent l'exclusion, l'appauvrissement et l'injustice sociale, d'où leur slogan de campagne « L'humain d'abord ». Pour nous, l'humain d'abord, c'est avant tout un principe. L'humain d'abord et pas les marchés financiers ni les banques, bien entendu. L'humain d'abord, c'est aussi une action sur les questions d'emploi, sur les questions de santé, sur les questions de répartition des richesses, et parce qu'il en faut une autre répartition des richesses. Du côté du FN, les candidatures s'annoncent au compte-gouttes. Julien Sanchez se présente sur la première circonscription face à Yvan Lachaud et Françoise Dumas. Il dénonce les ravages de la mondialisation, le communautarisme, l'insécurité croissante ou encore le cumul des mandats. La première circonscription est la circonscription qui comporte le plus de Nîmois, et donc c'est pour ça que j'ai voulu m'y investir. C'est aussi une circonscription où il y a beaucoup de problèmes de chômage, d'insécurité, et moi j'ai envie de régler tous ces problèmes. Quand on voit qu'il y a plus de 70 commerçants qui ont déposé le bilan, écoutez, moi ça m'interpelle, je pense qu'il faut faire quelque chose, et un député qui a de l'honneur serait aller faire quelque chose à Paris. Des candidatures qui seront appuyées par la venue en région de Grand-Ponte. Jean-Marie Le Pen sera présent à Nîmes le 15 janvier et Jean-Luc Mélenchon à Montpellier le 8 février. Rendez-vous est pris. Et puis, pour conclure, un clin d'œil. Un clin d'œil, ça fait une carte de vœux. Un clin d'œil osé tout de même. Oui, qui fait pas rire tout le monde. En tout cas, on va voir la carte de vœux, celle de Philippe Tinès du Parti radical de gauche, adjoint au maire de Montpellier. Une carte de vœux distribuée aux 50 000 électeurs de la 8e circonscription de l'Hérault. Alors, un petit jeu, je vous le disais. Au dos de cette, on va voir le deuxième élément, pour reconnaître 4 silhouettes qui représentent 4 candidats affublés de qualificatifs peu élogieux. Alors il y a le menteur, le démago, le traître et l'enfoiré, je cite. Pour en savoir plus... Vous avez déjà fait campagne comme ça, Michel Gaudy, non? J'ai eu des campagnes relativement faciles à tout moment, donc je n'avais pas besoin d'arriver jusque-là. Bon, pour en savoir plus, on ne va pas en dire plus jusque-là. Demain, dans 20 minutes. Je vous propose la lecture de 20 minutes demain. Il y a un papier complet sur cette carte de vœux, plutôt atypique, on va dire. Voilà, et il y a des hypothèses qui sont faites sur la répartition entre l'image et les noms. Philippe Tinès, merci beaucoup.